Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous. Notre grand journal, c'est un peu notre grand journal, ce 10h30, midi et demi. Pourquoi notre grand journal? Bien parce que nous évoquons tous les sujets d'actualité avec du direct, des intervenants en direct, des faits, des explications, des analyses. Le commentaire viendra après. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être avec nous. 0826 300 300. Quels sont les sujets que nous allons aborder? De nombreux médecins libéraux ferment leur cabinet aujourd'hui. Manifestation à Paris. Ils protestent contre quoi? Ils demandent une augmentation des tarifs de la consultation, de la liberté d'installation. Ils protestent contre les lourdeurs administratives, mais surtout, ils protestent contre les missions élargies accordées à d'autres professions médicales. L'objectif, vous le savez, permettre aux patients de consulter des paramédicaux sans passer par un médecin. Ça fait réagir. Vous aussi, 0826 300 300. Autre sujet que je développerai tout à l'heure à 12h10. L'économie russe ne s'effondre pas. Légère récession, moins 2% en 2022. Mais pourquoi les exportations de gaz se sont effondrées, mais celles de pétrole ont augmenté? Vous saurez tout à l'heure entre 12h et 12h30. De quoi parlerons-nous encore? De la réforme des retraites. Bien sûr, le groupe LFI maintient une tension permanente. L'article 7 de la loi qui prolonge l'âge légal de départ à 64 ans sera-t-il voté avant vendredi? Nous en parlerons tout à l'heure à midi. Est-ce que vous approuvez ou pas les méthodes des députés LFI, les outrances? La fin justifie-t-elle les moyens? Quel est le but? 0826 300 300. Autre sujet abordé ce matin, le Comité national contre le tabagisme demande l'interdiction des arômes dans les cigarettes électroniques. Est-ce que vous vapotez pour arrêter de fumer? Dites-nous. 0826 300 300. Et puis, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? La consommation de vin baisse en France. Débat entre 11h et midi. La filière viticole est très inquiète. La baisse de la consommation est forte chez les jeunes notamment. Que faire pour relancer la consommation? Faut-il arracher des vignes? Débat entre 11h et 12h. Vous êtes viticulteur, caviste, vous travaillez dans la filière viticole, vous défendez la culture du vin. 0826 300 300. Vous voyez, c'est extrêmement riche, c'est passionnant. Vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous entre 10h30 et midi et demi. Dans quel monde vit-on avec vous, Félix Mathieu? Personne ou presque ne fêtait la Saint-Valentin il y a 40 ou 50 ans. La Saint-Valentin, c'est aujourd'hui, Félix. Oui, ça a bien changé effectivement ces dernières décennies pour cette fête revenue en grâce, malgré ses origines antiques. Ça remonte au Lupercule, la fête de la fécondité sous l'Antiquité. Alors, l'année dernière, selon une étude IFOP, plus de la moitié des sondés en couple, 54% comptaient célébrer la Saint-Valentin d'une façon ou d'une autre. Et c'est plus marqué chez les jeunes, on atteignait 60% pour les moins de 35 ans, 40% parmi les couples concernés déclaraient célébrer le 14 février chez eux, 35% par une sortie, par exemple restaurant, cinéma ou spectacle. Mais l'IFOP nous apprend aussi qu'en France, 41% de ces couples comptent célébrer la Saint-Valentin au lit, c'est plus que la moyenne mondiale, 33%. 41% vont célébrer la Saint-Valentin au lit. Oui, et c'est plus chez les jeunes, 52% chez les moins de 35 ans. Voilà, enfin parmi la petite moitié des couples qui ne célèbrent pas la Saint-Valentin, 60% invoquent une fête trop commerciale ou démodée à 13%. Alors, quelles sont les tendances en matière de cadeaux? Eh bien, cher Félix, les fleurs font la course en tête en France, pour plus d'un quart des sondés, 27%. Vient ensuite le parfum à 23%. Un vêtement ou un bijou à 21%, le chocolat ou les bonbons, selon l'IFOP, font la course en tête au niveau mondial, 34%, mais avec un peu moins de succès pour les amoureux en France, seulement 12% en France pour ces chocolats ou ces bonbons. Alors pour être totalement complet, sachez que les sextoys aussi se font une place de plus en plus importante ces dernières années, nous apprend le Figaro, un témoignage d'un vendeur à l'appui selon qui la période de la Saint-Valentin représente quasiment un tiers tout de même de son chiffre d'affaires annuel selon lui.
Ça n'est plus vu, je cite, comme un accessoire de célibataire désespéré, mais comme un objet d'interaction dans le couple. Si vous voulez témoigner, vous n'hésitez pas. 0826 300 300, oui. Le problème de la Saint-Valentin, aujourd'hui, c'est que ce soir, il y a PSG Bayern. Hein. Ça va peut-être changer beaucoup de choses dans certains foyers, je ne sais pas, en certaines maisons, appartements ou pas. Dites-nous, racontez-nous, est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin? Allez. Et puis, qui paie le restaurant si vous allez au resto? C'est lui ou c'est elle? Hein, ou c'est du 50-50, parce que ça change, les mœurs changent. Dites-nous, 0826 300 300. Allez, nous allons en parler, évidemment. Bien, les médecins libéraux qui sont mobilisés, donc, grande colère pour ce mardi, dans ce mardi 14 février. Sophie Boer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du syndicat des médecins libéraux. Alors, votre colère s'exprime et va s'exprimer dans la rue. Dans la rue, hein, Sophie Boer. Vous êtes mobilisée, manifestation à Paris. Nous allons battre le pavé, ce qui est assez inhabituel, il faut le dire, pour les médecins, mais l'enjeu est d'importance. En fait, pendant que tout le monde a les yeux rivés sur la loi retraite, passe en catimini des lois parfaitement destructrices du système de santé français, qui vise à instaurer un système de santé à plusieurs vitesses, bien entendu au détriment de ceux qui ne pourront plus s'offrir d'aller voir un médecin, puisque cette loi a le don de crisper sérieusement la profession. Nous sommes bien entendu très très inquiets pour les patients, et si cette loi devait passer et toutes les suivantes qu'on annonce devaient passer, Monsieur Bourdin, c'est 70% des médecins qui changeraient leur pratique. C'est-à-dire que 70% des médecins sont prêts aujourd'hui, soit à prendre leur retraite quand ils le peuvent, soit à aller travailler à l'étranger, soit à se déconventionner, soit même à changer de métier. Bon, alors, on va, puisque vous parlez de la proposition de loi de Stéphanie Rist, qui est députée du Loiret, et qui a déposé cette proposition de loi qui est en discussion et examinée au Sénat. De quoi s'agit-il? Alors, nous allons regarder en détail, puisque, en fait, c'est l'objet principal de votre colère, si j'ai bien compris, Sophie Boer. Alors, cette proposition de loi doit permettre de faciliter l'accès à certains paramédicaux. Faciliter l'accès, le patient pourrait accéder plus facilement à certains paramédicaux. Des kinés, par exemple, ou des orthophonistes. Les consultations chez un kiné ou un orthophoniste ne nécessiteraient plus un passage obligé par la case médecin pour bénéficier d'une ordonnance. C'est le premier point, c'est cela, hein, Sophie Boer? Alors, ce qui est paradoxal, c'est que Madame Rist compte sur des professions déjà en tension et pour lesquelles il y a déjà énormément d'attentes. Mais est-ce que c'est, Sophie Boer, vous êtes dans le commentaire, je vous demande, Sophie Boer, est-ce que c'est ça, oui ou non? C'est ça, et c'est plus compliqué que ça en même temps. Ah bon, d'accord. Bon, alors expliquez-moi, c'est bien ça, donc on ne passe pas chez un médecin pour aller voir un kiné ou un orthophoniste? Alors, on ne passe pas chez un médecin pour aller voir un kiné ou un orthophoniste. Pour les orthophonistes, ils font l'orthophonie est très particulière, donc c'est moins gênant, entre guillemets. Mais le problème est qu'on confierait à des professions de santé qui n'ont pas la compétence médicale de faire du primo-diagnostic et de la primo-thérapeutique. Et c'est là que ça chope. C'est ce que vous ne voulez pas. C'est parce que nous considérons que c'est dangereux pour les patients. Bon, alors nous avons un kiné qui est avec nous. Tiens, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous, Sophie Boer. Le kiné qui est avec nous s'appelle Olivier, il est à Érag, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour docteur. Alors, cette fameuse loi Rist, vous êtes kiné, elle pourrait permettre à un patient de venir chez vous sans passer par un médecin, sans l'ordonnance d'un médecin. C'est ça. Vous y êtes favorable ou pas? Alors écoutez, je vais faire une réponse un petit peu plus étayée que ça. Moi, je suis président d'une maison de santé pluridisciplinaire où nous sommes 27 praticiens. Oui. Donc j'ai dans mon équipe des médecins, j'ai dans mon équipe un cardiologue, un orthophoniste, des infirmières, donc 27 praticiens. Donc l'idée, c'est de travailler en équipe et pas d'opposer les gens les uns aux autres.
J'entends ce que dit le médecin, qui a une réflexion construite et qui est, à mon avis, non discutable sur le fait qu'une partie des professionnels de santé ne possèdent pas les qualifications médicales. J'attire son attention simplement sur un petit détail. Je vais vous donner un exemple très concret. Je m'occupe de patients qui sont atteints de mucoviscidose, dont 2 patients depuis 25 ans. Oui. Vous voyez, donc je pense que j'ai largement les compétences pour arriver à traiter et à prolonger les séances de rééducation d'un enfant atteint de mucoviscidose. Oui, vous n'avez pas besoin d'une ordonnance. Pardon, voilà. Je vous arrête, Voilà. Olivier, parce qu'il faut bien expliquer. Vous savez, j'ai toujours le souci de bien expliquer à celui ou celle qui écoute. Donc, vous n'avez pas, vous les connaissez, ces patients atteints de mucoviscidose, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle ordonnance à chaque fois pour les traiter. Non, en effet, j'en ai pas besoin. Par contre, surtout, je suis en relation directe avec le pneumologue qui le suit et avec le médecin généraliste qui le suit, parce que le médecin généraliste n'est pas court-circuité dans le traitement du patient. Moi, je pense qu'il faut voir les choses un petit peu d'une manière un peu moins vécue. Je pense que ce qui serait intelligent, c'est que, par exemple, je donne un autre exemple sur une hémiplégie. Très vite, parce que la ligne téléphonique n'est pas bonne, Olivier. Oui, très vite. Donc, sur une hémiplégie qui est diagnostiquée à l'hôpital avec après une rééducation pour une hémiplégie flasque, j'ai la prescription qui est faite par le neurologue. Rien n'empêche le médecin généraliste de suivre son patient régulièrement tous les mois ou tous les 2 mois, je ne sais pas. Mais moi, j'ai pas besoin d'avoir une consultation, d'envoyer le patient chez le médecin pour avoir une prolongation sur le traitement de l'hémiplégie. Donc oui, il y a plein de cas différents, il y a plein de choses différentes. Moi, je rejoins le médecin quand elle précise qu'en effet, il y a des pathologies qui nécessitent évidemment que le médecin fasse le diagnostic. Moi, je ne vous cache pas que pour une entorse de cheville que je suis depuis, ça fait 30 ans que j'en vois des entorses de cheville, je suis capable de faire le diagnostic différentiel entre une fracture malléolaire, un arrachement ligamentaire. Je pense qu'un kiné qui a 30 ans de métier est peut-être plus apte à faire un diagnostic sur une entorse de la cheville qu'un médecin généraliste. Je vous choque en disant ça, Sophie Boer? Oui, c'est évidemment. Écoutez, nos médecins généralistes ont fait 9 ans d'études au lit du patient, littéralement, sachant que maintenant bientôt ça va passer à 10 ans, parce que c'est le paradoxe supplémentaire. C'est-à-dire que d'un côté, oui, on donne un accès direct à des paramédicaux, encore une fois, je parle bien de paramédicaux et non de médecins. On donne un accès direct à des paramédicaux, tandis qu'on rajoute une année supplémentaire aux médecins généralistes. Il faut quand même ça, on est d'accord. Le paradoxe où nous vivons. Ah, mais ça, je suis d'accord, vous avez raison. Vous avez raison, mais Sophie Boer, pardon. Le manque de cohérence, quand même. Sophie Boer, pardon, mais l'acquis de l'expérience, ça existe, et je pense qu'un kiné qui a 30 ans d'expérience est à mon avis aussi capable qu'un médecin de traiter certaines pathologies. Mais bon, ça on va pas ouvrir ce débat. Olivier, merci, je vous arrête parce que la ligne téléphonique n'est pas très bonne, mais Sophie Boer, autre chose dans cette proposition de loi, elle permet aux infirmiers de réaliser des actes à caractère médical. C'est ce qu'on appelle la pratique avancée qui est expérimentée dans 3 territoires, dont le centre Val-de-Loire. Là aussi, cette loi prévoit que les sages-femmes puissent prescrire des arrêts de travail, un dépistage d'infections sexuellement transmissibles ou encore certains médicaments. Là aussi, vous protestez. Bien évidemment, écoutez, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais si la prostate de ces messieurs ont besoin d'un bac plus 12, je ne vois pas pourquoi l'utérus de ces dames pourrait se contenter d'un bac plus 5, voire un bac plus 6, puisqu'on prétend leur rajouter une année supplémentaire. Il y a quand même une solution qui est l'utilisation de la passerelle. Il y a quelques années a été mise en place une passerelle qui ne fonctionne pas, qui est à l'arrêt, qui permet justement aux professions qui ne sont pas... alors, les sages-femmes sont des professions dites médicales, mais elles ne font quand même que 5 à 6 ans d'études. Mais à ces professions qui veulent acquérir le domaine de la médecine, de reprendre des études de médecine, c'est quand même la manière la plus intelligente de faire. Ça nous permettrait d'avoir des médecins formés plus vite à partir effectivement de ces professions, dont certains ont l'envie et dont certains que je côtoie au niveau du terrain n'ont pas envie. Il faut bien voir aussi que cette demande de pratique avancée n'est pas une demande généralisée, qu'elle soit des kinésithérapeutes, oui, mais ça permet... ou des infirmiers de terrain. Vous le savez bien, Sophie Boer, vous savez bien que ça permet un meilleur accès aux soins. C'est l'objectif. Pas du tout. Pas du tout. Demandez aux infirmiers, aux infirmières ce qu'ils vous diront. Monsieur Bourdin, permettez-moi de vous faire remarquer
que la loi RIST met en première position c'est ce que je voulais vous dire, des professions qui sont déjà en tension. C'est-à-dire que pour avoir accès à un kinésithérapeute pour faire une préparation respiratoire préopératoire, et je suis bien placée pour le savoir, il nous faut quelquefois 1 mois, 2 mois, voire 4 mois d'attente. Nous avons des mois d'attente pour faire prendre en charge par une orthophoniste un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral. Les délais sont de 1 à 3 ans. C'est-à-dire qu'on a déjà des pertes de chance sur ces patients-là. Et c'est sur ces professions déjà en tension qu'on veut ouvrir grand la porte pour que les patients puissent aller directement. Bon. C'est une perte de chance pour les patients qui actuellement bénéficient d'une prescription médicale parce qu'on va saturer ces professionnels qui le sont déjà, on va les sursaturer. Bien, voilà. Sophie Boer, la colère, c'est cela, mais c'est aussi évidemment, et ça, la colère est tout à fait recevable, la hausse des tarifs de consultation, parce qu'il est inadmissible, je ne sais pas, enfin là je donne mon avis, mais ça fait combien de temps que ça n'a pas été revalorisé ? Ah bah écoutez, si on prend le C de base, c'est-à-dire ce qui sert à calculer tout le reste, à 23 €, il est toujours à 23 € depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà. Alors il y a eu un tour de passe-passe dans la convention de 2016 pour reporter l'AG, c'est-à-dire la consultation du généraliste, à 23 plus 2, sauf pour les secteurs 2 bien entendu, puisque ils sont toujours punis de leur secteur 2. Et pour les spécialistes, c'était porté par des modificateurs, encore une fois, à 30 €. Vous demandez combien par consultation ? On demande la moyenne européenne, c'est-à-dire 50 €. C'est la moyenne européenne. Pour le pays qui se prétend en 6e ou 7e, maintenant, j'ai perdu le fil, puissance mondiale, ça ne semble quand même pas aberrant. Nous sommes actuellement en avant-dernière position européenne devant l'Albanie. Il faut quand même situer les choses. Merci Sophie Boer, merci. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette proposition de loi qui est au Sénat de Stéphanie Rist, et puis sur évidemment votre colère, les hausses de tarifs, parce que, et puis il y a aussi le problème de l'installation des jeunes médecins, dans notre débat qu'on avait déjà abordé ici entre 11h et midi d'ailleurs. Merci. Il est 10h47. Vous avez votre avis sur la question, est-ce qu'il faut ouvrir les professions médicales, certains actes à des paramédicaux, permettre à des paramédicaux d'effectuer certains actes sans automatiquement arriver chez un paramédical avec l'ordonnance d'un médecin. On en parle. 10h47, à tout de suite. Je change complètement de sujet dans un instant. Parce que le Comité national contre le tabagisme demande l'interdiction des arômes dans les cigarettes électroniques. Ça fait beaucoup de bruit, Et tous ceux qui défendent la cigarette électronique, le vapotage, évidemment, sont émus, forte émotion. D'ailleurs, est-ce que vous vapotez pour arrêter de fumer ? Racontez-nous. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h51, mais que se passe-t-il ? Voilà que le Comité national contre le tabagisme réclame l'interdiction des arômes dans les cigarettes électroniques. Yves Martinet, pneumologue, professeur de pneumologie, président du Comité national contre le tabagisme est avec nous. Yves Martinet, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Yves, je vous appelle Yves, vous m'appelez Jean-Jacques, c'est parfait. Mais oui, non, mais il n'y a aucun problème. On est en direct, c'est génial. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous demandez l'interdiction des arômes dans les produits de vapotage ? Alors, je vous explique la situation vue par les industriels du tabac. Oui. Les ventes de tabac chutent actuellement, et donc il faut qu'ils recrutent de nouveaux clients. Oui. Et ces nouveaux clients, on les recrute chez les enfants. Oui. Alors, pour hameçonner les enfants avec des nouveaux produits, eh bien, on utilise des arômes. Et donc, c'est une stratégie qui se développe de façon exponentielle, en particulier avec les cigarettes électroniques jetables, vous savez, les puffs, mais aussi avec les sachets de nicotine, ce qu'on appelle les pushs. Oui. Oui, alors... ce que disent les professionnels du vapotage, disent, mais attendez, aucune enquête ne montre que le vapotage prépare une entrée dans le tabagisme. Ah, alors il faudrait qu'ils lisent un petit peu la littérature scientifique, mais c'est pas toujours leur fort. Oui. Actuellement, les derniers papiers, les grandes revues montrent que si un gamin ou une gamine commence à vapoter, le risque de devenir fumeur est multiplié par 3 par rapport à un gamin ou une gamine qui ne vapote pas. Donc il y a un véritable risque. Et l'autre risque qui est important, c'est que la nicotine, c'est pas de l'eau.
quand on fait des études sur des jeunes de 10-12 ans qui commencent à consommer de la nicotine, on voit des modifications morphologiques, c'est-à-dire avec des examens comme une IRM, on voit des modifications au niveau du cerveau et des altérations de leur capacité intellectuelle. Donc c'est non seulement c'est dangereux parce qu'on peut entrer dans la consommation de tabac fumé, mais c'est dangereux aussi, en tant que tel, de consommer de la nicotine. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vapotent pour arrêter de fumer? Il y a donc un côté positif, non, au vapotage? Alors, il y a quelques personnes qui vapotent pour arrêter de fumer, mais il faut être quand même prudent. L'OMS redit qu'actuellement, il n'y a pas de preuve objective que vapoter aide pour arrêter de fumer. Oui. Si c'était le cas, ça serait vraiment magnifique. C'est pas encore démontré. Mais j'insiste sur une notion importante, c'est que la majorité des fumeurs qui passent à la vapote, en fait, ils continuent à fumer quelques cigarettes par jour. Et le risque lié à ces quelques cigarettes par jour est le même que de fumer, par exemple, 15 cigarettes par jour. Donc c'est une fausse sécurité. Si quelqu'un qui fume passe complètement à la vapoteuse, c'est pas trop mal. Puis après, il faudra arrêter la vapoteuse. Et ça, c'est bien. Oui, je comprends. C'est-à-dire qu'on passe à la vapoteuse, mais on n'arrête pas de fumer. On fume moins. On fume, mais ça change rien. Voilà, parce que c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Vous avez aussi relevé de nombreuses infractions, notamment concernant la publicité sur ces arômes et sur le vapotage, notamment chez les buralistes. Ah, les buralistes, ils sont en infraction pour de nombreuses choses. D'abord, ils ne respectent pas l'interdiction de vente du tabac aux mineurs, c'est-à-dire qu'ils vendent une drogue dure à des enfants alors que la loi leur interdit. Oui, mais Yves Martinet, c'est pas si facile que ça, hein, vous le savez. Si, c'est faisable. Attendez, quand vous avez... Moi, je vais à la piscine de temps en temps, je vois des gamins, gamines, on leur demande leur papier d'identité pour qu'ils aient la réduc pour les mineurs. Eh bien, ils y arrivent, les employés des piscines. Non, on peut y arriver. Et puis, il y a beaucoup de pays, aller au Canada, aller en Grande-Bretagne, aller en Irlande, c'est respecté. Donc, c'est tout à fait respectable. Ceci dit, en ce qui concerne la publicité pour la cigarette électronique, normalement, ça doit être par la loi limité à une petite affichette à l'intérieur de l'établissement. Et ça ne doit pas être visible de l'extérieur. Or, actuellement, vous avez 85% des buralistes qui ne respectent pas la loi. Oui, c'est-à-dire que la publicité est faite, alors qu'elle ne devrait pas l'être. Bien sûr, l'objectif, si on veut séduire et si on pense à son tiroir caisse, il faut bien faire de la publicité. Mais évidemment. En fait, pour résumer votre position concernant le vapotage, et notamment les arômes dans les cigarettes électroniques, D'abord, la priorité, ce sont les jeunes. On est bien d'accord, Yves Martinet. La priorité, ce sont les jeunes. C'est vrai qu'on voit de plus en plus d'ados, ou de pré-ados même, vapoter. 14-13 ans, Oui. 14-13 ans, vapoter. Ce sont des... Mais ils vapotent ces produits. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Interdire le vapotage? Non, on ne peut pas aller jusqu'à interdire le vapotage, Yves Martinet. Non, ce qu'il faut, c'est d'abord interdire tout ce qui est produits jetables. Il n'y a aucune raison d'avoir des cigarettes électroniques à usage unique qu'on jette dans la nature avec des piles au lithium, etc. Donc ça, c'est formel. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est encadrer de façon rigoureuse la cigarette électronique pour qu'elle soit utilisée uniquement dans le cadre de fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer et non pas pour séduire des enfants et en faire des addicts à la nicotine qui seront une rente à vie pour l'industrie du tabac et les buralistes. Merci Yves Martinet, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Président du Comité national contre le tabagisme, là encore, vous avez une position, vous avez un avis. 0826 300 300, vous êtes vapoteur vous-même. Pourquoi est-ce que vous vapotez? Vous voyez des enfants, vos enfants vapoter. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? Allez-y, participez, je vous prendrai, ne vous inquiétez pas. Nous allons parler du vin entre 11h et midi. Pourquoi? Parce que la filière viticole s'inquiète vraiment
vraiment. La consommation de vin continue à baisser en France. L'inquiétude est grande. La baisse porte surtout chez les jeunes. Que faire pour relancer la consommation? Faut-il relancer la consommation? Vous êtes inquiet? Allez-y, participez à notre débat entre 11h et midi, 0826 300 300, 10h58. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons parler du vin. C'est un plaisir parce que j'adore le vin, disons-le. Alors, on boit toujours avec modération. D'ailleurs, la modération, ça fonctionne bien aujourd'hui. Le problème, c'est que les jeunes, notamment, consomment de moins en moins de vin. Et la filière, évidemment, est très inquiète. La filière viticole est très inquiète. Les professionnels sont à Paris, vous le savez, à l'occasion, enfin, vous le savez ou vous ne le savez pas, je vous l'apprends, à l'occasion de Wine Paris, qui est Vinexpo Paris. La consommation de vin baisse de plus en plus. Et pourtant, le vin, la filière viticole représente encore un excédent commercial important, 13 à 14 milliards d'euros pour la balance commerciale de la France. Il y a aussi beaucoup d'œnotouristes. 11 millions en France des œnotouristes. C'est très intéressant parce qu'ils viennent consommer, ils achètent des nuitées d'hôtel, ils vont dans les restaurants, ils achètent du vin. Oui, très bien. Mais les Français, eux, consomment moins de vin, et notamment les jeunes. Moins 30% la consommation de vin en 10 ans en France, moins 70% en 60 ans. Que se passe-t-il? Quelle solution? Débat ouvert ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Plusieurs invités. Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde, qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Jacques. Merci Philippe Forbrac. Vincent Ferniaud qui arrive, qui est journaliste gastronomique, présentateur de Ferniaud fait le marché tous les dimanches de 10h à 11h sur Sud Radio. Nous aurons au téléphone l'ami Jacques Dupont, qui est journaliste au Point et grand spécialiste du vin, qui nous propose chaque année un supplément vin formidable dans le Point. Et vous serez là, évidemment. 0826 300 300, vous serez là pour intervenir. Dans Philippe Forbrac, comment expliquer cette baisse de la consommation? Vous avez un restaurant célèbre à Paris. D'abord, est-ce que vos clients boivent du vin à table? Toujours autant et de la même façon? Alors, en 40 ans d'histoire bientôt au bistrot du sommelier, j'ai vu passer différentes étapes et différents comportements par rapport au vin. Vous savez qu'à 40 ans, les gens s'asseyaient, il fallait déjà qu'il y ait presque la bouteille avant eux. Aujourd'hui, la consommation au verre, par exemple, notamment à l'heure du déjeuner, est quelque chose qui est beaucoup plus accessible. Il y a quand même de plus en plus de gens qui nous disent non, pas aujourd'hui, mais la prochaine fois j'en prendrai, etc. Donc il y a vraiment des comportements qui sont vraiment différents par rapport à il y a 40 ans. Le midi, le soir, c'est un comportement différent, plus festif, plus le temps aussi, plus l'envie de faire la fête. Et là, l'envie de faire la fête, de se faire plaisir, comme l'expression consacrée, fait que les gens, effectivement, consomment d'une façon très naturelle et très normale en termes de quantité, en tout cas. Bien. Remarquons plusieurs choses. D'abord, les grands crus, ça marche très fort. Un nouveau record. Absolument. En 2022. Pas de problème pour les vins très chers. En revanche, c'est le vin de qualité, mais à un prix moyen, qui souffre, notamment les vins rouges aujourd'hui. Pourquoi? Peut-être que la transmission de la culture aux jeunes générations n'a pas été réussie. Philippe Forbrac, non? Oui, avant ça se passait à la maison. C'était une transmission domestique, culturelle. On mettait le vin sur table. Il y avait le vin du papa, le vin du grand-père, parce qu'ils avaient des souvenirs, ils étaient allés se balader, ils avaient ramené du vin, etc. Donc il y avait une certaine logique à ce que le vin soit le compagnon finalement de la table. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc les jeunes qui s'intéressent au vin, il y en a beaucoup, dans toutes les grandes écoles, ou pas grandes écoles, mais d'une façon générale dans les écoles, parce que ça fait quand même toujours partie de cette dimension culturelle, on le disait un instant, mais aussi sociale, de cette connaissance, de ce savoir-faire, de ce savoir, du savoir accueillir également. Donc, mais sauf que comme ils apprennent plus à la maison, ils vont chercher l'information ailleurs, et c'est un peu plus compliqué quand on va les chercher. Alors, je vais demander à l'ami Jacques Dupont, qui est en Bourgogne, chez lui. Bonjour Jacques. Salut Jean-Jacques. Bonjour Jacques. Jacques, quel est ton... On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Comme avec Philippe, d'ailleurs, on va se tutoyer parce que bon. Jacques, quel est ton avis sur la question? Pourquoi, selon toi, est-ce que les Français boivent moins de vin? Il y a beaucoup de facteurs.
Il y a eu des campagnes hygiénistes, ça vous a pas échappé, qui montraient que voilà, même avec des gros mensonges, le premier verre de vin donne le cancer, etc. Les mêmes d'ailleurs qui veulent autoriser le cannabis, mais et c'était systématiquement le vin qui était attaqué. On oubliait de dire que on était les premiers consommateurs de whisky au monde par habitant, mais le vin était systématiquement montré du doigt. Il y a eu aussi, je pense, de la part des organisations professionnelles, un vieillissement des structures et une inadaptation. Quand vous voyez qu'il y a des interprofessions, vous savez, c'est les parlements, grosso modo, dans chaque région viticole, qui réunit négociants, coopératives, vignerons. C'est eux qui font un peu le gouvernement de leur région. Vous voyez qu'il y en a qui marchent très bien. Cognac ou Champagne, ça marche très bien. Côte de Provence, ils ont su choper au bon moment le réchauffement climatique, si j'ose dire, et faire créer des labos de recherche sur le vin rosé, et faire du vin rosé très à la mode. Faut pas oublier que le vin rosé, il y a quelques années, c'était Patrick Chirac au camping. Oui, c'est vrai. Et c'est devenu, aujourd'hui, quand on regarde des terrasses branchées, on voit des couples qui sont à table et qui boivent un verre de rosé, et ils sont très contents, et le vin rosé, sensiblement amélioré, c'est devenu un vrai vin, c'est très bon, et on a su l'accompagner sur le plan marketing. C'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que on n'a pas su prendre le bon virage. Je suis assez d'accord avec le grand négociant et producteur de vin Michel Chapoutier, qui est président des maisons de vin de France, quand il dit on ne peut pas faire n'importe quoi. Là, on va financer de la distillation. On ferait mieux de financer des campagnes de commercialisation, apprendre aux gens à commercialiser. Si vous prenez Bordeaux. Oui, mais c'est vrai, Jacques. On va financer des campagnes de distillation. Certains pensent à arracher des vignes. Alors, beaucoup d'hectares, oui, beaucoup d'hectares. Les enjeux sont énormes. Et qui vont être remplacés par des lotissements ou des choses comme ça. C'est toujours des beaux paysages qui sont arrachés. Oui, mais c'est vrai. Vincent Ferniaud nous a rejoint. Bonjour Vincent. Bonjour. Philippe Forbrac, Vincent Ferniaud, Jacques Dupont sont avec nous ce matin. Nous aurons aussi tout à l'heure un autre intervenant. Vous allez voir. Je ne dis rien de plus. Mais Vincent Ferniaud, on a déjà évoqué certaines raisons de la baisse de consommation. Bon, chez les jeunes, on va voir comment faire pour pousser. Il ne s'agit pas de pousser à l'ivresse, on est bien d'accord. Il s'agit de pousser à une consommation intelligente du vin et du vin de qualité. Mais on fait aujourd'hui en plus de plus en plus de vins de qualité. Pourquoi est-ce que, selon vous, Vincent Ferniaud, pourquoi est-ce qu'on boit moins de vin chez les jeunes, dans votre question, notamment, il y a presque la réponse. Quand on réfléchit à la façon dont est traité le vin et généralement nos atouts français en France, c'est une catastrophe. On ne sait pas faire la promotion de nos beaux produits, de nos terroirs, de notre cuisine, comme le font souvent les pays étrangers. Et puis ensuite, il y a le fait que la loi E20 est très manichéenne. Sur la publicité et la promotion du vin, parce que au fond, on cite toujours les Italiens en exemple en disant ils savent parler de leur vin, ils savent le vendre à l'étranger. Chez nous, c'est presque une honte. Oui, et les Espagnols aussi d'ailleurs. Oui, les Espagnols aussi. Le gouvernement finance des campagnes justement pour faire la promotion des vins en expliquant. En Espagne. Oui, parce que ils ont appelé ça un alicament quelque part, enfin quelque chose qui fait que voilà, on peut en parler raisonnablement. Dans votre question, il y avait cette réponse qui est moins mais mieux. En fait, connaître le vin et boire du vin, c'est lutter contre l'alcoolisme, selon moi, depuis toujours. Parce que les amateurs de vin, qui savent ce qu'ils ont dans le verre, qui savent le plaisir qu'ils en tirent, ne sont pas portés vers la surconsommation. Quand on déguste, on ne boit pas. En quelque sorte. Oui, Jacques, la bataille, je le disais tout à l'heure, la bataille de la modération a été gagnée en France. On est bien d'accord. Elle a été gagnée, mais par 1-0, c'est-à-dire que les gens boivent plus de vin, ils ont peur, on leur a fait peur. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec Vincent, que sur la loi E20 est extrêmement manichéenne. Par exemple, si vous êtes à la télévision et que vous faites une émission où vous abordez les problèmes du vignoble, faut surtout pas montrer un verre de vin et surtout pas montrer qu'on a du plaisir à le boire. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a aujourd'hui... Jacques, je vous coupe. Vous savez que je coupe souvent. Bon, oui, mais c'est bien d'être emporté sur le sujet. Je
beaucoup. Oui, on s'emporte sur le sujet, mais à la télévision, il n'est plus possible aujourd'hui. Il n'y a plus d'émissions autour du vin. Non, écoutez, ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas. Quelqu'un propose une émission sur le vin, faut que ça soit revu par les services juridiques qui disent oh là là, Jacques, je vais raconter une histoire horrible et très courte. Quand je présentais Midi en France sur France 3 à Beaune, on est pendant une semaine devant les hospices de Beaune avec un plateau en plein air. Pas une fois les services juridiques de France Télévisions m'ont laissé montrer une bouteille de vin ou pari de vin à Beaune. Non. Et là on marche sur la tête. On marche sur la tête. Ah oui, d'accord. Oui, non mais voilà. Donc, le vin, qui est quand même le plaisir depuis la Bible, c'est quand même le plaisir de l'homme, c'est le signe de civilisation. Faut pas montrer qu'on a du plaisir en buvant du vin. Voilà, c'est quand même incroyable d'avoir inscrit ça dans la loi. Alors qu'on est en France, qu'on devrait être fier de nos produits, c'est quand même incroyable. Mais je pense aussi que il n'y a pas que la loi Evin dans cette histoire. Si vous regardez les petits Bordeaux, c'est un endroit où on peut faire des affaires extraordinaires quand on est consommateur, parce qu'il y a des très beaux vins, et on en trouve à 4, 5, 7 euros, et il y a des très jolis vins. Mais il y a des vignerons qui vendent très bien leurs vins, et il y en a d'autres qui vont arracher 25 000 hectares de vignes à Bordeaux. Il y a quand même là un problème structurel, un problème de promotion, un problème de savoir expliquer, un problème de savoir faire connaître. Regardez le succès des micro-brasseries et des bières en France et la panne J'y reviendrai. qu'il y a sur le vin. Je reviendrai sur le succès de la bière en France. Effectivement, des micro-brasseries, il y en a partout maintenant, des brasseries qui se sont montées. Chaque terroir a sa bière aujourd'hui. C'est vrai, Philippe. Aujourd'hui, on a quand même des wineries urbaines. C'est le cas à Paris, c'est le cas à Marseille, c'est le cas à Lyon, c'est-à-dire des endroits où on fait des micro-vinifications de vin en ville. Et c'est un joli succès. Donc il y a des idées. Il y a des idées. Alors justement, les solutions, nous en parlerons tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Il est 11h15. Je suis obligé d'observer une petite pause. Nous allons recevoir aussi Gérard Bertrand, qui est que vous connaissez, qui est à Narbonne. Il est 11h15. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 11h19. Bien, merci d'être avec nous. Parlons du vin. Nous parlons du vin, cette très forte inquiétude de la filière viticole devant la baisse de la consommation et notamment, encore une fois, chez les jeunes. Gérard Bertrand est avec nous, 16 châteaux en Occitanie, ambassadeur des vins du Sud. Gérard Bertrand, bonjour. Bonjour. Narbonnais, évidemment. Hein. Gérard Bertrand, pourquoi, selon vous, cette baisse de la consommation ? D'abord, Jean-Jacques Bourdin, la baisse de la consommation est historique puisqu'on est passé en 50 ans de 120 litres à 40 litres aujourd'hui. Oui. Alors, il y a une légère érosion pour plusieurs facteurs. D'abord parce qu'il y a une forte compétition en interne entre les spiritueux et le vin. Oui. Deuxièmement aussi parce que aujourd'hui, il y a différentes occasions de consommation aussi avec la bière. Les cocktails sont venus en force et on voit bien maintenant qu'il y a de plus en plus de jeunes qui consomment des cocktails. Donc en fait, la filière, elle doit un peu se réinventer, mais c'est pas la catastrophe non plus. Donc ce qui est important, c'est qu'on retrouve de la dynamique sur les marchés d'exportation, parce qu'on reste quand même le deuxième marché le plus important au monde après les États-Unis, en France. Donc, et il faut promouvoir la France, promouvoir l'identité des terroirs français, mettre des moyens beaucoup plus importants que ce qu'on met afin de gagner des parts de marché à l'export. Et puis, je pense aussi, c'est passer un peu du marketing de l'offre à celui de la demande. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre l'évolution du goût des consommateurs, et en particulier des jeunes. Oui, évidemment. Alors, rappelons que les jeunes boivent de la bière, avant tout. Attardons-nous un tout petit peu sur la bière. La bière a su se renouveler. Elle a su attirer la jeunesse, au-delà du traditionnel demi-de-bière qu'on boit à la fin d'un match de rugby, Gérard Bertrand. Oui, c'est vrai. Elle a su attirer les jeunes. Elle devient tendance, elle s'est effectivement réinventée avec des goûts différents, des terroirs, et puis cet effet terroir aussi, des blés de tel endroit, des orges, des maltes, etc. Donc il y a une vraie histoire sur la bière. Certes, il y a aussi, on parle là des boissons sur lesquelles il y a un peu d'alcool, plus ou moins, mais il y a aussi de la concurrence de boissons sans alcool. La consommation de soda est juste extraordinairement élevée. Oui. Et c'est dommage aussi. Il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est cette alliance entre vin et gastronomie, vin et cuisine. Il faut pas oublier que le vin, on parle beaucoup on va dire de la façon des jeunes de consommer, mais d'abord c'est à table.
C'est en mangeant qu'on boit du vin. Oui, mais les jeunes ne mangent plus. Attendez. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, c'est le problème. On déstructure les repas, donc on a il y a de moins en moins de repas structurés. Donc, et pire que ça, Jean-Jacques, aujourd'hui, il faut bien le dire, la jeunesse, même si elle n'est pas végane, elle a cette tendance végétarienne, enfin qui se végétalise. Or, le vin, c'est quand même fait pour aller avec les produits animaux. D'abord, les viandes, bien sûr, les chairs animales ou les poissons, et puis le fromage. Le végétal, ça n'appelle pas toujours le vin. Et puis il y a un autre phénomène chez les jeunes, malheureusement, c'est l'ivresse immédiate. Ah oui, le binge drinking. La recherche. Évidemment, c'est pas le vin qui procure. Non, tant mieux d'ailleurs. C'est sûr. Nous, on est plutôt dans la recherche de l'émotion, et les jeunes, ils cherchent plutôt. Évidemment, l'ivresse. Et l'ivresse immédiate. Bon, on va regarder les solutions. Alors d'abord, il y a d'autres raisons, et Jacques Dupont et Gérard Bertrand vont nous le confirmer. Arrêt des exportations vers la Chine, il y a eu. Taxe américaine sur le vin français pendant 15 mois, ça a fait mal. Ça a fait mal, n'est-ce pas, Jacques Dupont? Ça a fait mal. Oui, mais ça n'a pas fait mal au marché français. Oui, c'est vrai. Mais Gérard a parfaitement raison quand il dit qu'il faut réfléchir au marketing de l'offre, comme l'a fait la bière. Oui. Au marketing de la demande et pas au marketing de l'offre. Regardez, si vous prenez une petite ville de 15 000 habitants, regardez ce qui reste comme commerce en dehors des 2 centres commerciaux qui sont à chacun à un bout de la ville. Vous avez un caviste. Oui. N'importe où, vous allez dans un tout petit bled, vous connaissez peut-être Saint-Sauveur, le pays de Colette, c'est un petit village, il y a plus de boucher, mais il y a un caviste, il y a une caviste d'ailleurs. Et la transmission, elle se fait là. Et c'est là que, quand le client rentre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je fais une côte de bœuf, ou je fais un lapin chasseur, je sais pas quoi, qu'est-ce que je dois boire avec? Et c'est la réponse du caviste va faire que ça marche. Et les cavistes, en ce moment, il y en a beaucoup. Donc ça veut pas dire que c'est fichu, ça veut dire que l'explication donnée par le vin, quand vous rentrez dans une grande surface, que vous avez des rayons couverts de vin où on ne comprend rien et on choisit un peu au hasard, c'est pas la même chose que quand on est guidé par un caviste. Gérard Bertrand sait bien qu'il, lui, a dirige son offre en fonction de l'attente de sa clientèle, et c'est pour ça que ça marche. On va revenir. Un mot pour dire, c'est parce que nos vins ne sont pas faits pour la grande distribution et les grands rayons. Mais la grande distribution, les ventes en supermarché baissent. Les ventes de vin baissent. Parce que nous, on est des vieux schtroumpfs de l'appellation d'origine contrôlée, des étiquettes un peu nébuleuses. Les gens qui ne connaissent pas le vin, s'il y a marqué Merlot ou s'il y a marqué Chardonnay, ils vont naturellement vers une bouteille beaucoup plus que vers des appellations qui leur sont inconnues. Puis dites-moi, dans les brasseries, pardon, je fais juste une petite parenthèse, dans les brasseries, l'offre de vin est souvent minable, misérable. Je le dis franchement, dans beaucoup de brasseries, pas toutes, mais beaucoup de brasseries. C'est vrai, c'est un peu dommage. Vous n'avez pas une brasserie, vous avez un vrai restaurant. Mais c'est vrai que dans les brasseries, vous avez 4 vins qui se courent après, qui sont en général moyennement bons. Non, mais je dis ça franchement. Une brasserie est un segment du marché, mais dans un certain nombre de restaurants, effectivement, l'offre n'est pas à la hauteur des attentes des consommateurs. C'est des vins, ils n'y connaissent rien en général. Mais il y a des restaurants où il y a des sommeliers, effectivement, Philippe, et puis il y a des restaurants où il n'y en a pas. Ça fait la différence. C'est comme chez les cavistes. Alors, il faudrait peut-être aussi... Jean-Jacques, il faudrait peut-être aussi évoquer le prix des vins au restaurant, qui est beaucoup plus cher en France, par exemple, qu'en Italie ou en Espagne. Ah, le prix des vins au restaurant. Je ne sais pas si Philippe va me suivre là-dessus, mais il y a quand même des tarifs qui sont... C'est un vrai sujet. On le sait très bien que c'est sur la marche sur les vins en général que les restaurateurs arrivent à avoir un certain équilibre. Il faudrait revaloriser peut-être les prix aussi des plats. C'est vrai que chez nous... c'est vrai que... la culbute fait mal. La culbute fait mal. Et en même temps, quand on analyse les chiffres, c'est compliqué de faire différemment pour avoir des restaurants qui s'équilibrent financièrement parlant. Donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que payer le même prix dans une brasserie que dans un restaurant de type un peu bistronomie, par exemple, où il y a une vraie offre, c'est frustrant pour les gens qui font un vrai travail, qui ont du personnel de qualité, de la verrerie de qualité, etc. On va prendre Jean, qui est restaurateur à Longjumeau. On l'a, Jean? Oui, très vite. Jean, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes restaurateur. Bonjour. Vous servez du bon vin, Jean?
J'ai servi du bon vin parce que Ferniaud est à côté, donc je peux plus dire que je suis restaurateur. Non, mais il est responsable de l'UMI, quand même. Ah bon, d'accord. Il reste en charge. Vous le connaissez, alors. Bon, d'accord. Vous dites que des choses extrêmement évidentes. C'est vrai qu'on va reprendre la culture. La culture, quand on était gamin, dans les vrais repas de famille où on sortait... En plus, j'avais une mère qui était un cordon bleu exceptionnel, c'est pour ça que j'ai fait cuisinier, sûrement. Mais c'est vrai qu'on avait une culture de mettre, par exemple, les enfants, on leur mettait un peu de vin dans l'eau. Donc on avait une culture. Aujourd'hui, ils ont une culture du sucre, uniquement du sucre, donc c'est les sodas. Uniquement les sodas. Et effectivement, deuxième erreur, c'est de toujours confondre les alcools durs avec le vin. Le vin, je ne considère pas être dans les alcools. La preuve, j'ai un copain cardiologue qui prescrivait à quelques patients qui avaient 90 ans un verre de Bordeaux plutôt que de les emmerder avec des médicaments. Donc ça veut dire qu'il est quand même pas fou, ce garçon. Et donc c'est vrai que toute cette culture donc comme a dit Vincent, on est des vieux schtroumpfs, mais c'est évident qu'aujourd'hui la façon de consommer, je pense qu'on arrivera à vendre du vin quand il y en aura chez McDo, parce qu'on commencera à avoir une culture du vin et de goûter le vin. Mais c'est pas demain la veille qui est le vin chez McDo, c'est pas demain. Le vin, il y en a pas dans les fast-food, il y en a pas dans la restauration rapide. Donc c'est déjà c'est quand même des gros pourvoyeurs de mauvaise restauration, mais de restauration de jeunes aujourd'hui ou de gamins, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vin, il n'y a même pas de cidre, il n'y a même pas de vin, il n'y a pas de bière, donc on n'est que dans un monde du sucre, donc le vin pour un jeune d'aujourd'hui c'est quelque chose d'assez acide, donc c'est effectivement épouvantable, donc on ne peut pas faire la promotion, puisque la loi Evin, en clair, on dit qu'on est un peu, on est des gens pas très bien à boire du vin, alors qu'effectivement c'est quand même à part sa côté alcoolisé, c'est un aliment qui a plein de propriétés intéressantes. Je vous dis, quand mon copain cardiologue prescrit un verre de Bordeaux, c'est que c'est intéressant. Surtout le rouge, Surtout le rouge. Mais c'est le rouge qui souffre. C'est le rouge qui souffre. Les vins dans les restaurants, ils ont complètement... D'abord, ça a commencé par les digestifs, ensuite ça a été l'apéritif, et la vente, c'est majoritairement, en fin de carrière, c'était la vente de verre au vin. Merci Jean. Jean, merci. Je voudrais, dans la deuxième partie de cette émission, je voudrais que nous réfléchissions aux solutions. Il y en a beaucoup. Alors, certains proposent, une réduction de la taille des parcelles. D'autres, évidemment, travailler mieux à l'exportation, changer les packaging. J'ai proposé des vins à teneur en alcool plus faible. Il y a d'autres solutions, les vins bio, les vins naturels, d'autres innovations peut-être. Comment faire? Parce que c'est vrai que les rosés de Provence ont réussi. C'est vrai que le champagne, ça marche. C'est vrai qu'il y a des vins qui marchent très fort. Gérard Bertrand, lui, ça marche. Il a réussi parce qu'il a beaucoup travaillé sur justement et le packaging et surtout le marketing. Donc il y a des solutions. Nous allons les aborder juste dans la deuxième partie de cette émission. Il est 11h29, 11h30. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 5 ans. Qu'est-ce que je dis 50 550 000 personnes travaillent dans la filière vin. Il faut quand même le rappeler, c'est important, ce sont des chiffres qui doivent nous faire réfléchir. Donc avant de la mettre à terre, il faudrait quand même peut-être faire attention. 11h32, quelles sont les solutions? Alors, je vais les énumérer les unes derrière les autres et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais commencer avec la distillation. Pourquoi la distillation? C'est pour écouler des vins qui a en trop dans les chais, quoi. Oui, il faut faire de la place. C'est une solution, Gérard Bertrand, tiens. La distillation, c'est une solution? Oui. Écoutez, à court terme, ça peut avoir un intérêt, mais le plus important, c'est que les gens ont la mémoire en courte. L'an dernier, il y a eu une récolte de qualité et en quantité, mais on ne sait pas, il n'y a pas eu beaucoup de pluie cet hiver, on ne sait pas s'il va y avoir du gel, donc stocker les bonnes millésimes, c'est aussi important, mais surtout, c'est comment demain la filière vin en France retrouve de l'énergie à l'international, parce qu'en France, on est quand même des consommateurs, il y a une légère baisse, très bien, mais aujourd'hui, il faut viser le marché international, il y a des développements à faire, vous parliez de segmentation, de hiérarchisation. Aujourd'hui, par exemple, des vins avec un degré d'alcool un peu moins important, ça représente une tendance. Les vins bio, c'est une tendance lourde. Donc, il faut vraiment segmenter son offre. Et puis aussi, il faut qu'on parle d'une même voie à l'international, c'est-à-dire, plutôt que de mettre 200 millions uniquement sur l'arrachage ou la distillation, il faut surtout et aussi
mettre des moyens importants pour communiquer sur l'image du vin français, qui est la meilleure au monde, sauf que... Bien sûr. Alors, je vais y venir, voilà. Gérard, je vais y venir. Je vais venir oui. à l'exportation et à la communication, effectivement. Deuxième possibilité, l'arrachage. Et certains disent il faut arracher des... D'ailleurs, des vignes sont arrachées aujourd'hui. Jacques Dupont. Oui, tout à fait. Des vignes sont arrachées. Des vignes sont arrachées parce qu'elles ne trouvent pas de repreneurs. Et voilà. Oui. Bon, la réduction de la taille des parcelles, c'est une solution ? Non. Non. En fait, on peut réduire la taille des parcelles. Le problème, réduire le tenez, pas ensemble. Jacques Dupont et Gérard Bertrand. Jacques Dupont. Non, c'est la réduction des parcelles, ça change rien. Non, ce qu'il faudrait au contraire, c'est plutôt faciliter la transmission à des propriétés. Il y a deux types aussi de vignerons. Il y a des vignerons qui ont sucré leur marché et qui continuent à vendre. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure pour Bordeaux. Il y a des vignerons qui vendent très bien leur Bordeaux sucre, et d'autres à côté parce qu'ils vendaient au négoce, par exemple, qui vendaient en vrac, etc., et qui souffrent terriblement. Et transmettre ou faciliter que l'intégration dans des groupes plus importants, c'est nécessaire ça éviterait. Alors c'est vrai que Bordeaux avait beaucoup planté, sans doute surplanté, mais ils n'ont pas su prendre le virage des rosés, ils n'ont pas su prendre le virage des vins blancs tels qu'on les aime aujourd'hui. Il y a quand même un petit problème de compréhension à Bordeaux. Oui. Alors, Gérard Bertrand, les vins bio, les vins nature. Écoutez, les vins bio, nous, on est leader mondial du bio, de la biodynamie, donc je peux vous dire que ça marche, puisque plus de 52% de notre offre est issue de la viticulture bio. D'abord, c'est bon pour la qualité, parce que quand vous arrêtez les intrants chimiques, vous avez des pH et des acidités qui sont meilleures. Oui. Ensuite, ça donne des vins qui sont pour moi aujourd'hui les plus grands vins du monde, comme la Romanée Conti, Château-Latour, maintenant Yquem, sont passés en bio ou en biodynamie, c'est quand même un signe. Donc, il ne faut pas opposer les deux modes de culture. Par contre, l'avantage que ça a aussi, c'est que quand vous avez des sols vivants, vous stockez plus de carbone dans les sols. Donc ça aussi, c'est un point important qu'il ne faut pas négliger, parce que chaque fois que vous augmentez la matière organique de 1%, vous stockez 30 tonnes de plus par hectare de carbone. Donc, c'est vertueux, et la viticulture et l'agriculture en général peuvent permettre aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder aussi nos vignobles, nos territoires, et qu'il faut continuer à aider cette filière qui elle-même doit faire des efforts et se réinventer. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition, là je pose une question qui va peut-être déranger, notamment nos auditeurs, nos auditrices, peut-être certains d'entre vous, est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre les traditionnels, celles qui veulent conserver la viticulture traditionnelle, et puis celles et ceux qui veulent changer tout ça, bouleverser tout ça, changer les packaging, encourager les vins bio, les vins nature, je ne sais pas moi, et d'autres innovations. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition en France ? Non, je pense qu'il faut les deux. En fait, vous savez, le plus important, c'est de garder les marchés qu'on a, et puis il y a différents types de consommateurs. Le problème, c'est qu'on ne s'est pas vraiment posé la question de savoir les vins français par région, parce qu'on est très atomisé en France. Contrairement à l'Australie, et c'est une chance, où il y a 5 grandes marques qui reprennent 80% du volume, en France, on a des régions, on a des vignerons de tailles différentes. Donc, ils ont des marchés de proximité, certains vont un peu plus loin à l'export, etc. Donc, il faut repenser un petit peu en particulier pour, comme disait Jacques, ceux qui vendaient en vrac et qui n'ont pas aujourd'hui de débouchés, mais ces gens-là doivent se dire, OK, comment je fais un contrat à long terme avec un négociant qui va me prendre mes vins, on va réorienter un peu les qualités, et puis on va se réinventer. Donc, cette filière, elle est résiliente. Il n'y a pas une filière plus résiliente que la filière vin. Parce que mon père, il m'a toujours dit, quand on plante une vigne, c'est pour ses petits-enfants. Donc, il faut toujours avoir le temps long en vue, mais en même temps, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il faut des moyens puissants au niveau international pour promouvoir les territoires et promouvoir les vins français. Et là, on est en seconde division. Il faut qu'on remonte en première division, c'est tout. Ah, voilà l'ancien rugbyman qui parle, Gérard. Hein. Non, mais dites-moi. Je voudrais répondre à Gérard, Jean-Jacques. Oui, parce que Gérard, il parle de marché, ce qui est bien naturel. Il est viticulteur et distributeur de vin. Moi, je voudrais parler de culture. Parce que il faut penser aux consommateurs et surtout aux générations qui arrivent. On a une culture du vin extraordinaire chez nous, parce que le vin...
on se repose un peu trop sur cette culture du vin, parce que les jeunes n'ont aucune culture du vin. Mais oui, c'est bien ça qu'il faut qu'ils découvrent un nouveau produit. Pour nous, qu'ils découvrent un nouveau produit. Pour nous, ça parle, mais pour les jeunes, c'est mais évidemment, ils n'y connaissent rien. Mais oui, mais comment transmettre cette culture? Le vin, c'est un produit identitaire de notre Occident, on va dire, hein, au sens large. Le vin, le pain, le fromage, trois produits de la vie, de la fermentation. Il faut partir de là. Il faut peut-être partir de changer le raisonnement de la demande, comme disait Gérard. Exactement, changer le raisonnement. Et oui, le logiciel. Non, vous ne croyez pas, Gérard Bertrand? Bien sûr, mais vous savez, honnêtement, on a un monde d'opportunités devant nous. Moi, je reste très optimiste pour la filière vin à moyen et à long terme. Bon. Regardez aujourd'hui le succès des bulles. Regardez les Prosecco. Ils font 1 milliard de bouteilles dans le monde. Et le cava. Ils ont demandé 500 millions il y a 5 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à la conquête des marchés. Ils ont fait un lien entre la cuisine italienne et le Prosecco. Et pourquoi nous, on ne ferait pas ça avec les vins français? Mais il faut juste se reposer les bonnes questions. Et je vous le redis encore, mettre les moyens à l'international. Nous, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a la première marque de vin français aux États-Unis. Je sais. Mais on a 25 personnes là-bas et on investit énormément d'argent. Mais Gérard Bertrand, et puis vous proposez des produits originaux. Pardon, là je vois que vous proposez un vin orange aux arômes épicés. Bah, évidemment, pour quelqu'un qui défend la tradition, la culture traditionnelle du vin, ça choque peut-être un peu. Mais pour un jeune, peut-être que ça va l'attirer. En fait, vous savez, les vins oranges, ils ont été créés par les Géorgiens il y a 7000 ans. Donc en fait, on a réinventé et on a remis au goût du jour une tradition historique, mais par contre, on a modernisé au niveau du goût pour que les jeunes, ils apprécient. Donc, et vous savez, l'un ne va pas sans l'autre. Hier, par exemple, le Drinks Business Magazine m'a élu meilleur vigneron du monde. Donc c'est plutôt flatteur, mais en même temps, ça veut dire qu'ils reconnaissent à la fois les efforts qui ont été faits et aussi la qualité intrinsèque des produits. Donc on peut être innovant dans le packaging, mais on peut garder aussi ce qui fait l'essence des vins français, c'est l'âme. C'est un vin d'apéritif, ça, Gérard Bertrand. Les vins oranges. Oui. C'est le meilleur accord avec les fromages. Parce qu'en fait, avec un plateau de fromage, on ne sait pas quoi boire. C'est vrai. On peut boire aussi un bon blanc. Des blancs, et ça fonctionne bien. Bon, Philippe. Non, mais les vins géorgiens, effectivement, à différentes époques, y compris l'époque romaine. Vous connaissez les vins du monde mieux que personne, Philippe. Oui, mais on les connaît les uns et les autres parce qu'on voyage beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Les épices dans le vin, ça faisait partie aussi des recettes qu'on avait à une certaine époque. Alors c'était des fois un peu pour cacher les défauts, les améliorer un peu, accessible. Le problème, c'est que l'image qu'on a nous du vin, elle est assez traditionnelle quelque part. Même il faut la rénover. Même s'il y a de la créativité, même s'il y a des nouveautés, même s'il y a des recherches. Le rosé, Provence est un bel exemple. La consommation des blancs et des rosés aujourd'hui a dépassé largement la consommation des rouges. Ce sont les rouges qui souffrent. Mais l'évolution aussi des plats consommés à table. C'est vrai. On mange plus de poissons, plus de végétal, etc. C'est compliqué pour les rouges. Les rouges, les tanins, l'amertume, etc. Il faut cuisiner. Pour boire du rouge, il faut cuisiner. Ça ne se boit pas en apéro. C'est vrai. Donc, si on n'a pas cette capacité... Et l'évolution du goût, quand on commence à goûter le vin dans sa vie, on est plus attiré effectivement par des vins fruités, voire légèrement sucrés, petit à petit vers des vins plus secs. Et quand on attaque les rouges, on rentre dans le vif du sujet parce que là, il y a effectivement un vrai apprentissage à faire. Bien sûr. On va prendre Stéphane, qui est à Perpignan, vite fait, ensuite petite pause et puis les 10 dernières minutes de l'émission. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, enchanté. Non, c'est pas Berkoff. Stéphane, c'est pas Berkoff. Hein. C'est Monsieur Bourdin qui est à l'antenne. Ah, c'est Monsieur Bourdin. Mais alors, je vais vous dire, vous avez une façon de diriger l'émission qui est très proche. Et ben c'est la boutade du jour. Alors, vous êtes consommateur de vin. Vos enfants boivent du vin. Exactement. Ils sont plutôt jeunes, ils boivent du vin. Moi, j'ai été mis les pieds à l'étrier quand j'avais 16-17 ans, plutôt 17, avec du Nuit-Saint-Georges, pour tout vous dire. Il y a pire. C'est-à-dire qu'on parlait justement du fait que c'était difficile d'éduquer des palais chez les jeunes plutôt rouges. C'est peut-être là qu'est le problème. Moi, je pense pas, par rapport à mon vécu, à ce que je constate autour de moi, de mon entourage. Je pense que non. En revanche, j'ai entendu une idée tout à l'heure qui était intéressante.
et je voulais rebondir dessus, c'est que le vin, c'est effectivement un produit identitaire, c'est un produit qui est particulièrement français pour les vins rouges, qui s'exportent un petit peu partout dans le monde. Oui, c'est un produit du monde, hein, le vin rouge. Hein. Oui, partout dans le monde, on fait du vin rouge. Hein. Oui, on fait du vin rouge et on utilise pour initier des méthodes françaises qui se sont très bien exportées, puisqu'on est le coussin de référence sur ce domaine-là. Ce que je voulais dire, c'est qu'en France, en fait, de plus en plus, on a un apport de population qui est d'origine étrangère et donc notamment musulmane. Et donc, dans cette religion, on ne consomme pas de vin. Non, mais vous voyez des musulmans partout, vous, Stéphane, hein? Alors, j'en vois partout parce qu'il y en a partout. Non, mais c'est pas parce qu'il y a des musulmans en France qu'on boit moins de vin, hein, Stéphane. Non. Je vois pas le rapport. Hein. Alors, franchement, sans vouloir. Non, mais Stéphane. Allez-y, mais racontez-moi. Quand je vais au restaurant, je ne vois pas. Vous voyez des musulmans partout au restaurant, vous, Stéphane? Vous voulez me faire passer pour un obsédé? Mais non, mais je vous dis ça parce que je vous taquine, Stéphane. Vous voyez bien. Je vous taquine. Non. En fait, moi, j'ai des amis musulmans, j'ai de l'entourage musulman, j'ai des collègues musulmans. On a tous des amis noirs musulmans. Oui. Parce qu'on est mélangés, c'est comme ça. Mais ce sont des gens qui prennent une proportion de la population française, je crois, qui est croissante. Et qui ne partagent pas ces mais valeurs. Non, mais ça n'a rien à voir avec la baisse de la consommation, Stéphane. Ça, c'est vous qui le dites. Attendez. Je vais faire un tour de table, parce que là, j'aimerais quand même préciser, on ne va pas s'attarder dessus, mais c'est à cause des musulmans qu'on boit moins de vin? Je pense vraiment pas. C'est pas du tout le problème. Hein, Philippe Forbrac, vous pensez aussi que c'est à cause des musulmans qu'on Non, c'est pas nécessairement à cause des musulmans. C'est vrai qu'ils ne consomment pas de vin. Pas tous, il y en a qui consomment du vin, moi j'en connais. Absolument, il y en a qui en consomment. Ils ne sont pas très pratiquants, mais ils consomment du vin. Il y a eu des grands poètes du vin dans le monde musulman à d'autres époques. Jacques Dupont, c'est à cause des musulmans qu'on ne consomme pas de vin? Pas consommer du vin, il y a une baisse, notamment chez les musulmans ne consomment pas de vin, mais je connais des pays musulmans où discrètement on en consomme quand même. Et puis il y avait des très beaux terroirs en Algérie, il y a toujours des très beaux terroirs d'ailleurs au Maroc. On a tous bu du guerwan avec un couscous, hein. Ça nous est tous arrivé dans notre vie. Hein. Alors après, si vous voulez appeler ça du vin, c'est votre droit. Ah oui, mais ça, remarquez, c'est vrai que ça, je suis d'accord avec Stéphane. Mais non, attendez, c'est pas toujours de grande qualité. Mais il y en a, et notamment au Maroc. Il y en a au Maroc. Il y a vraiment de très jolis terroirs. Oui. Bon, Stéphane, donc vous dites il faut exporter plus. Ça, c'est indispensable. C'est vrai, mais exporter plus comment? Exporter plus, après, c'est une affaire de stratégie commerciale, de communication. C'est l'affaire des producteurs. Là, moi, je faisais surtout référence à votre remarque tout à l'heure sur les marchés intérieurs, où il y avait une baisse de consommation des vins, notamment des vins rouges, et notamment chez les jeunes. Oui. Et je faisais un rapprochement, je dis pas que c'est la seule... non mais les jeunes, oui, je comprends, vous faites un rapprochement avec la population musulmane qui ne représente que 6 ou 7% de la population française, je voudrais quand même le préciser. Donc mais le rouge se boit à table, hein. Il faut le répéter. Mais le problème chez les jeunes, c'est pas les musulmans, les juifs ou autres, c'est pas ça. C'est juste les jeunes sont plus à table. Oui, les jeunes sont plus à table. Alors, il est 47, on va observer une petite pause. Merci Stéphane. Je vais prendre Gérard Bertrand aussi pour savoir maintenant les innovations, l'exportation, le packaging. Je vais m'intéresser un peu au packaging parce que la bouteille traditionnelle, il faut peut-être imaginer autre chose. À tout de suite, 11h47. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Je termine avec le packaging. J'attends vos idées pour essayer de relancer la consommation de vin en France. Alors, le packaging, que faire? Qui commence? Philippe Forbrac. La bouteille traditionnelle, le bouteille traditionnelle a toujours ses vertus. Moi, j'aime beaucoup le Magnum d'ailleurs. C'est mon côté un peu généreux. Oui, ça, c'est de la tradition. Voilà, mais c'est vrai c'est vrai que pour revenir à des choses peut-être plus accessibles. Le cubi a vachement changé les choses. Le bib, souple. Franchement, aujourd'hui, il y a des bibs décorés qui sont pratiques. Pour les rosés, pour les blancs, on peut les mettre au frais. Il y a des petits bouchons qui fonctionnent très bien. Et ça, c'est une vraie tendance. Le packaging, Jacques Dupont. Non, mais moi, je voulais faire deux remarques. Oui. Si vous me le permettez, Jean-Jacques. Oui, Jacques. La première, c'est qu'on parlait de gastronomie et de ça. Il y a
des émissions sur la cuisine à la télévision. Vous voyez de temps en temps un verre de vin avec un Top Chef. Loi et vin oblige. C'est interdit. Il cache les bouteilles entre deux prises de vue. La deuxième que je voudrais faire, je me dépêche un peu parce que j'ai un train. La deuxième que je voulais faire, c'est que les vignerons sont accablés de trucs administratifs. Ils passent leur temps à remplir des dossiers. Ils passent leur temps à remplir des dossiers pour les douanes. Comme tous les artisans. Oui. Non, mais c'est encore pire pour les vignerons. Et pendant ce temps-là, ils font pas de commerce. Et c'est un métier où on est paysan, commerçant, administratif. On doit s'occuper aussi de mettre en bouteille, etc. Oui. Je pense que si on facilitait un petit peu, on a fait nous plusieurs articles dans le Point là-dessus avec des vignerons, si on facilitait un petit peu les problèmes administratifs pour ces gens-là, ils auraient un peu plus de temps pour réfléchir au packaging, pour réfléchir à la vente, pour réfléchir au commerce. Bien. Merci Jacques. Prochain supplément du Point sur le vin, c'est quand ? Ça sera le 25 mai sur un spécial Bordeaux et il y en a besoin, je crois. Hein. Oui, Ensuite, on aura les vins de l'été parce que vous savez qu'on consomme pas les mêmes vins l'été et l'hiver. C'est vrai. C'est vrai. Et puis en septembre, le spécial vin. Le fameux spécial vin. Merci Jacques. Merci. À bientôt Jean-Jacques. Merci, à bientôt Jacques. Gérard Bertrand, sur le packaging, que peut-on imaginer ? Alors, en fait, il faut partir du consommateur. Il y a ce qu'on appelle les amoureux du vin, les wine lovers ou les connaisseurs. Ils aiment leurs étiquettes traditionnelles. Nous, on a l'Hospitalet, le Ville-Majoux, on ne va pas changer nos étiquettes parce que tout le monde les reconnaît. Et après, il y a essentiellement les vins qui sont en supermarché, où là, il faut créer de l'attractivité. Nous, par exemple, avec Côte des Roses, on a fait une bouteille très innovante avec le bas de la bouteille en forme de rose. Donc, il faut capturer un petit peu les jeunes et puis il faut amener des étiquettes lisibles, modernes. Oui, mais Gérard, notre système avec l'INAO est super rigide autour des appellations d'origine. La tradition, je vous dis. On n'a pas le droit d'écrire, de mettre des contre-étiquettes, d'expliquer le vin. Si, parce que déjà, il y a les IGP, il n'y a pas que les AOP aujourd'hui. Aujourd'hui, les AOP, c'est un tiers de la production des vins en France et le reste, c'est tous les IGP de territoire, où il y a beaucoup plus de souplesse. Moi, je pense qu'effectivement, on peut toujours se plaindre, mais soyons proactifs. Aujourd'hui, il y a des espaces extraordinaires. Et je pense qu'effectivement, il faut se réinventer. Il n'y a qu'à regarder un peu ce qu'ont fait il y a 20 ans les Australiens. Ils ont conquéri le monde, ils sont partis de zéro. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu un marketing lisible et qu'ils ont fait un travail de fond. Et donc, je pense qu'on doit se réinventer à ce niveau. Nous, on le fait en permanence parce que le monde a changé et que aujourd'hui, 3/4 des consommateurs, ils achètent la bouteille à 18h, ils l'ont consommée à 20h. Oui. Donc, et ces gens-là, ils veulent avoir du plaisir avec le vin, ils veulent avoir un vin accessible. Et ils veulent comprendre ce qu'ils vont boire. Et en même temps, ils veulent avoir du fun. Ils veulent que ça soit marrant, que ça soit partagé avec les amis. Donc voilà, il faut vraiment cibler ce qu'on veut faire en fonction des réseaux de distribution. On ne s'adresse pas aux mêmes clients quand on va chez Nicolas ou quand on va chez Carrefour. Il n'y a pas le conseil. Et quand il n'y a pas le conseil, il faut que tout soit écrit. Bien sûr. Absolument. Bon. Merci Gérard Bertrand. Merci à bientôt d'avoir été avec nous. À bientôt. Terminons sur le concours du meilleur sommelier du monde, présidé par Philippe Forbrac, qui vient de s'achever. Vainqueur. Qui était le vainqueur ? Edmond Thompson, qui est un brillant sommelier de Lettonie. Letton. Voilà. Deuxième, Nina Jensen, qui vient du Danemark. Et troisième, Red Zesho, qui vient de Hong Kong, représentant la Chine. Et la française est au pied du podium. Pascaline Lepelletier fait 4e. C'est sa première participation. Il y avait 68 candidats venus de 65 pays. C'est organisé par l'Association de la sommellerie internationale. Et j'avais le plaisir, moi, en tant que président de l'Union de la sommellerie française, d'être le pays hôte. Et donc, avec tous mes amis sommeliers. C'est un métier présenter la cérémonie par Vincent Fernion. En plus, nous avions mettre de cérémonie exceptionnelle. C'est un métier qui est un métier d'avenir, sommelier. Il y a beaucoup de demandes parce que justement, on a besoin de faire passer cette culture de conseils, etc. Le storytelling, comme on dit. Les sommeliers font partie vraiment de cette filière et l'un des éléments, j'allais dire, importants. Vous dites que les cavistes, on est des vrais ambassadeurs, des passeurs. Et je pense que c'est une des clés, effectivement, pour faire apprécier le vin, le faire mieux connaître et le faire appréhender peut-être un peu différemment. En étant raisonnable, j'allais dire, sur la consommation, bien entendu. On est d'accord. Mais la bataille de la modération a été d'apporter un éclairage parce que on est dans un rayon de grande surface, on ne sait pas quoi choisir. Dans un restaurant, il y a une grande carte des vins, c'est la même chose. Donc il faut comprendre le consommateur et aller vers lui. Est-ce qu'on a vu lors du concours, c'est que ce n'est pas uniquement des connaissances et des skills, comme on dit, c'est-à-dire un savoir-faire, etc. C'est aussi beaucoup de psychologie, être sommelier. C'est comme un médecin de famille, sauf qu'il doit comprendre votre psychologie et vos demandes, vos espoirs en 2 minutes.
pour vous servir au mieux. Avec l'objectif final de faire plaisir aux gens. Bien. Et c'est le plus important. Merci. Et je rappelle qu'on consomme le vin avec modération. On est bien. Là, on est tous d'accord. C'est comme ça qu'on l'apprécie d'ailleurs. Il est 11h56. Merci d'avoir été avec nous. Débat autour du vin et nous allons complètement changer de sujet tout à l'heure. Deux sujets. D'abord, je voudrais revenir sur la réforme des retraites. Est-ce que le fameux article 7 de la loi qui prolonge l'âge légal de départ à 64 ans sera voté avant vendredi minuit? Nous allons parler avec Arthur Delaporte, qui est le porte-parole des députés du Calvados, porte-parole du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale, qui sera en direct avec nous. Et puis, autre chose, l'économie russe ne s'effondre pas, contrairement à tout ce qui avait été prédit en février dernier. Légère récession en 2022, moins 2%. Pourquoi les ventes, les exportations de gaz se sont effondrées, mais pas celles de pétrole qui ont augmenté? Explication aussi dans la dernière demi-heure de notre émission, 11h57. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, notre dernière demi-heure, nous aurons deux invités. D'abord, Arthur Delaporte, qui est député du Calvados, porte-parole du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale. Il est avec nous dans quelques instants. Et ensuite, Jean-Pierre Favnet, qui est spécialiste de l'énergie et en particulier du pétrole, professeur à l'école du pétrole et des moteurs. Je vais lui parler des exportations russes. Les exportations de gaz se sont effondrées en 2022, mais pas celles de pétrole qui ont même bondi, et l'économie russe ne s'effondre pas. Nous allons chercher les explications tout à l'heure avec notre invité. Il est 12h07, Saint-Valentin, un jeu. Eh oui, cela un jeu de la Saint-Valentin, oui, des cadeaux à gagner sur l'antenne tout au long de cette journée spéciale 14 février. On a par exemple, un coffret Les Duos de chez Garantia qui regroupe 2 sérums visage, un livre Gueule du rugby, le 3e volet de la quadrilogie avec Sébastien Chabal en couverture. Autre lot, un séjour bel en bras de 2 nuits dans un logement de catégorie confort en famille pour 4 personnes, une séance photo en famille avec la shootingbox.com ou alors encore un moment de bien-être dans les instituts Guinot Maricorps avec des soins visage et corps. Pour gagner l'un de ces lots, un numéro, le 0826 300 300. 0826 300 300. Et on attend vos appels. gagnant ou la gagnante avec nous tout à l'heure. C'est ça. C'est cela. Ouais, voilà, dans un peu moins d'une demi-heure maintenant, dans une vingtaine de minutes. Il est 12h08. Arthur Delaporte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Député, on vous avait reçu ici même. Vous êtes député du Calvados, porte-parole du groupe Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale. Je vous garde quelques minutes. Combien d'amendements seront finalement retirés par la NUPES ? Bon, on en a retiré hier 1 millier, et vous savez, il en reste encore un certain nombre, et notre stratégie, elle est constante, c'est de savoir que les amendements, c'est aussi à la fois du temps de débat, mais c'est aussi la maîtrise du temps. Et donc, on se réserve la possibilité d'en retirer. Alors, j'ai pas le nombre précis, j'ai pas les détails, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des objectifs de parler d'un certain nombre de sujets. On considérait qu'hier, on n'avait pas assez avancé sur l'index senior, que les débats s'enlisaient, s'embourbaient, que le ministre ne répondait pas à cet écran de fumée, finalement, qu'est l'index senior, sans qu'il y ait de véritables sanctions pour les entreprises, avec des seuils qu'on critique, avec une absence, finalement, de clarté. On a dit, monsieur le ministre, vous ne répondez pas, c'est ainsi, dont acte. Passons à la suite, passons notamment aux solutions alternatives de financement qui permettraient de compenser temporairement le déficit du système de retraite. Ça, c'est l'enjeu pour nous des débats des 2 prochains jours, par exemple. Oui, des 2 prochains jours. Il y a des solutions alternatives. Ouais. Bon, mais Arthur Delaporte, 2 choses. 1, vous allez retirer. Il en reste quand même des milliers, des amendements, des amendements, Arthur Delaporte. Alors, est-ce que vous pensez que l'article 7 pourra être voté avant la fin de la semaine ? En tout cas, nous, on a bon espoir, les députés socialistes. Vous le souhaitez ? Nous souhaitons qu'il y ait un vote sur l'article 7, un vote au moins sur les amendements de suppression, parce que nous, on s'oppose à cet article qui est la mesure de report de l'âge légal à 64 ans, qui finalement est la mesure à laquelle s'oppose la grande majorité des Français. Et on a un certain nombre d'amendements dits de suppression pour supprimer cet article du texte de loi. Et il est important pour nous que cet article, justement, donne lieu à une position de la part de l'ensemble des députés, parce que c'est là où chacun doit prendre ses responsabilités. Ça veut dire, Arthur Delaporte, que d'autres amendements sur d'autres articles seront retirés avant la fin de la semaine, évidemment. Sinon, vous n'y arriverez pas. Voilà. C'est une hypothèse. Alors, il ne reste pas 15 000 amendements sur l'ensemble des articles, puisque c'est le total. Donc, il y a beaucoup d'amendements, justement, à l'article 7, parce que nous, on a déposé ce qu'on appelle des amendements vie brisée,
déroulé pour évoquer toutes les professions qui seraient impactées par la retraite à 64 ans. Mais oui, il reste plusieurs milliers d'amendements. On va sans doute en retirer quelques-uns, mais on va quand même prendre le temps d'avoir les débats sur les modalités alternatives de financement. Et je dirais quand même une chose, c'est que la responsabilité de ce temps de débat contraint, de ce débat cadenassé finalement, c'est le gouvernement. Il aurait pu choisir, et il peut toujours choisir d'ouvrir sur un nombre plus important de semaines pour qu'on puisse débattre du fond de manière sereine. Il a choisi de comprimer le temps de débat. Et ça, c'est sa responsabilité. Bien, Arthur Delaporte, écran de fumée de la part du gouvernement, dites-vous, écran de fumée aussi, une sorte d'écran de fumée de la part de certains députés LFI, qui à force de provoquer des incidents de séance, à force de provoquer à l'intérieur même de l'Assemblée nationale, les outrances, finalement, ont retardé le débat. Vous ne trouvez pas ? Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne soutiens pas la violence verbale dans l'hémicycle. C'est pas notre manière, nous les socialistes, de fonctionner. On est, on va dire, respectueux du cadre républicain et donc on évite les attaques personnelles. Voilà. Et je condamne ce qui a pu avoir lieu parce que ça nous détourne de l'objectif premier, qui est celui de parler du fond et de mettre le gouvernement face à ces contradictions et à ces non-réponses, qui est le cas finalement depuis une semaine et demie. Malheureusement, voilà, on a eu quelques incidents dans lesquels la majorité présidentielle s'engouffre aussi pour éviter de débattre, parce que ça, c'est le jeu. Vendredi, c'est malheureusement le jeu. 3 heures de suspension. Oui, mais il y a quand même, et je regardais un de vos collègues, de vos confrères, Pierre Januel, qui rappelait que les mots qui avaient été pu employer hier, assassin, moi je ne supporte pas qu'on puisse employer ce mot-là, avait été employé par des députés de droite, par exemple en 2012 contre des socialistes. C'est pas une raison, ça, c'est pas une raison. À une interruption de séance, ça n'avait pas donné lieu à des suspensions et malheureusement, et là le député s'était excusé hier, et encore une fois je dis, je condamne cet emploi-là. Mais il y a aussi une montée en tension qui est instrumentalisée par la majorité pour essayer de détourner le débat. Et ça c'est insupportable, tout comme les outrances sont insupportables. Mais alors je vais vous poser... Arthur Delaporte, je vais vous poser une question un peu provocante. N'est-ce pas le Rassemblement national qui se montre le plus responsable à l'Assemblée nationale ? Oui, alors écoutez, vous savez, le Rassemblement national, quand on entend hier le vice-président RN de l'Assemblée, Sébastien Chenu, qui dit qu'il veut fabriquer des travailleurs français pour éviter d'avoir à importer des travailleurs étrangers, c'est exactement la ligne du Rassemblement national. Malheureusement, ça passe quasiment en radar, à part quand ils prennent la parole, mais ils ont déposé des amendements qui visent par exemple à exclure les Chibani d'un certain nombre de droits, d'exclure les étrangers des pensions et du minimum vieillesse. Vous voyez, ça c'est le Rassemblement national, toujours diviser les travailleurs et toujours ça de façon polie, avec le sourire. Mais c'est la plus grande violence. Et ça, c'est ce que je dénonce, c'est que malheureusement, le RN est absent des débats, ils ont peu d'amendements, leurs amendements sont faibles, et quand ils existent, ils sont anti-républicains. Donc ça, c'est la réalité du Rassemblement national. Malheureusement, on n'en parle pas assez. Bien, merci beaucoup Arthur Delaporte. Merci, je vous laisse retourner au travail parce que ça reprend à 17h, je crois, hein, c'est ça. Voilà, mais on a un certain nombre de réunions ici là. J'imagine. Merci beaucoup. Merci Arthur Delaporte, porte-parole du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale, du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il est 12h14 dans un instant. Juste petite pub. Et ensuite, dans un instant, nous allons parler de l'économie russe qui ne s'effondre pas. Légère récession, moins 2% en 2022. Pourquoi les exportations de gaz ont fortement baissé, mais celles de pétrole ont augmenté? À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h17. Écoutons Bruno Le Maire, c'était en mars 2022, il y a pratiquement un an, sur France 24. Les sanctions économiques et financières sont d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Voilà, ça c'est ce que disait Bruno Le Maire. Pour l'instant, l'effondrement, c'est raté. C'est raté parce que je regardais les chiffres, l'économie russe ne s'effondre pas. Légère récession, moins 2% en 2022. Alors, il y a des explications. Il faut toujours trouver des explications avant de parler de commentaires. Jean-Pierre Favnec est spécialiste de l'énergie et en particulier du pétrole, professeur à l'école du pétrole et des moteurs. Jean-Pierre Favnec, bonjour. Bonjour.
Alors, l'économie russe ne s'effondre pas. Je parlais de légère récession, mais légère, en 2022, moins 2%. Pourquoi? Regardons les exportations d'abord de gaz, qui, elles, se sont effondrées. C'est cela, Jean-Pierre Favnec? Absolument. Les exportations de gaz sont effondrées tout simplement parce que les Russes, il faut le savoir, sont les Russes qui ont décidé de ne plus envoyer du gaz. Et donc, l'essentiel de leurs exportations de gaz sont maintenant arrêtées, puisque le reste, il y a quand les exportations vers la Chine, et elles sont relativement limitées. Donc là, il y a une perte. Mais les exportations de gaz représentent relativement, entre guillemets, peu de choses, ou disons des montants modérés par rapport aux exportations de pétrole. C'est important pour la Russie, ce sont les exportations de pétrole qui représentent des masses d'argent beaucoup plus considérables. Bien, Jean-Pierre Favnec, je vais être obligé de vous arrêter parce que la ligne téléphonique n'est pas bonne du tout. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce que disait Jean-Pierre Favnec. Si vous n'avez pas très bien compris, c'est que les Russes eux-mêmes ont limité les exportations de gaz, se tournant vers les exportations de pétrole. Il faut dire qu'ils n'arrivent plus à vendre leur gaz à l'Occident, donc ils se sont tournés vers le pétrole. Et en quelque sorte, le pétrole a compensé le gaz. Nous allons retrouver Jean-Pierre Favnec dans un instant parce qu'on a un petit problème. Vous avez vu, hein, c'est pas très bon techniquement. Vous savez que les pays européens refusent d'acheter du gaz russe. Les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ne fonctionnent plus. Donc, sur fond de conflit en Ukraine, bien sûr. Jean-Pierre Favnec, je vous ai retrouvé. Oui, bonjour, rebonjour. Ah, ça va mieux là, ça va mieux. Alors, Jean-Pierre Favnec, vous nous disiez donc qu'il n'y a plus de gaz, que les Russes exportent beaucoup moins de gaz. D'abord, on n'achète plus, l'Europe n'achète plus de gaz russe. Hein. Ça, c'est une chose. Et donc, si j'ai bien compris, les Russes se sont reportés sur le pétrole. De toute façon, les Russes ont toujours exporté beaucoup de pétrole et c'est l'essentiel de leur recette d'exportation d'hydrocarbures. Oui. Donc, si c'est passé avec... là, il y a eu par contre... Autant il n'y avait pas eu d'embargo européen sur le gaz, il y a eu embargo européen sur le pétrole. Oui. Le dernier embargo vient de démarrer, d'ailleurs, il porte sur les produits pétroliers, qui sont aussi des sources de revenus extrêmement importantes pour la Russie. Eh bien, les Russes, donc, n'ayant plus le débouché européen, ont réorienté leurs exportations de pétrole vers la Chine, vers l'Inde, et quelques pays, d'autres pays comme l'Égypte par exemple ou d'autres. Alors bien entendu le problème c'est que les Russes sont obligés de consentir des rabais importants à leurs clients qui leur disent écoutez nous on veut bien prendre votre pétrole mais si on a des ennuis après il faut que ce soit compensé. Bon donc si on résume les volumes d'exportés de pétrole ou de produits raffinés par les Russes ne sont pas modifiés, les prix sont bien entendu diminués, ça reste une source importante de revenus pour la Russie. Voilà, les exportations en 2022 dans le monde entier ont augmenté de 7,9% l'an dernier. Oui. Augmentation de pétrole, donc 242 millions de tonnes de pétrole. Oui. Malgré l'embargo européen et le prix plafond à l'exportation. Oui, il y a un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire que le pétrole qui ne va plus en Europe va vers l'Asie, et du coup l'Asie d'ailleurs laisse de la place aux Européens pour importer par exemple depuis le Moyen-Orient. Donc tout ça circule très très bien, il n'y a pas de problème majeur, un peu plus de coûts de transport supplémentaires, et ça peut se faire assez facilement. Et je rappelle, il y a quand même le fait que les Russes sont obligés de consentir des rabais sur leur pétrole avant de le vendre, mais ça représente quand même toujours des sommes d'argent importantes. Oui, toujours des sommes d'argent importantes. Alors les rabais expliquent peut-être une légère baisse de cette récession en 2022 de l'économie russe. Jean-Pierre Favnec. Tiens, Olivier est un de nos auditeurs et nous appelle. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Ah non, Olivier, vous êtes notre gagnant du jeu, pardon. Pardon, je croyais que vous alliez intervenir sur le pétrole. Olivier, si vous avez quelque chose à dire sur le pétrole russe, n'hésitez pas, Olivier. Non, je parle uniquement de ce que je connais. Alors là, tiens, vous me donnez l'occasion. Ah, ça me fait plaisir, Olivier, parce que voilà une bonne réflexion. Je ne parle que de ce que je connais. Ça, j'aime bien, parce que bien sûr, souvent, nous avons autour des tables des intervenants qui sont interrogés sur ce qu'ils ne connaissent pas, ce qui est un peu dommage. Et nous avons la chance d'avoir Jean-Pierre Favnec qui... dites-moi, Jean-Pierre Favnec, est-ce que la Chine et l'Inde vont amplifier, selon vous, leurs achats de pétrole russe ?
En tout cas, elles l'ont fait. Hein. L'Inde en particulier, qui importait relativement peu de pétrole, a considérablement augmenté. C'est tout à fait intéressant pour l'Inde, parce que l'Inde est également, ne produit pas beaucoup de pétrole, mais elle importe beaucoup de pétrole pour ses propres besoins, et elle en réexporte également sous forme de produits raffinés. Comme les prix des produits raffinés sont les mêmes partout, l'Inde donc achète du pétrole bon marché, vend ses produits à un bon niveau, et donc se fait pas mal d'argent avec ça, au détriment malheureusement de quelques consommateurs. Oui, Jean-Pierre Favennec, est-ce que nous poursuivons, est-ce que nous achetons toujours du pétrole russe par des voies détournées? Écoutez, c'est possible, on n'en serait pas là-dedans. Il peut y avoir des possibilités, mais ça doit être relativement limité parce que c'est quand même assez contrôlé. Mais vraisemblablement, il y a toujours des petits canaux qui subsistent et qui permettent à certains de se faire un peu d'argent. C'est malheureusement la règle du jeu. Ben évidemment, évidemment. Merci beaucoup, hein. Vraiment merci. Hein. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Jean-Pierre Favennec. Merci. Il est 12h24, donc nous retrouvons Olivier. C'est bien cela, Philippe? C'est ça. Eh bien, bienvenue Olivier. Vous nous appelez d'où, Olivier? De Gijan. Sijan, c'est dans l'Aude. Dans l'Aude. À côté de Narbonne. Non, Gijan, dans le 34. Ah, Gijan. Ah, c'est dans l'Hérault, ça, Gijan. C'est à côté de 7. Eh oui, à côté de 7, effectivement. Et alors, vous remportez, Olivier, un livre Gueule du rugby, le 3e volet de la quadrilogie avec Sébastien Chabal qui s'affiche sur la couverture. Un livre, en l'occurrence, un pavé, 400 pages, un livre de 4 kilos, tirage limité. Hein, donc ça s'annonce d'ores et déjà comme un ouvrage collector. Et c'est pour vous, Olivier. C'est très gentil. Vous êtes fan de rugby à Gijan, Olivier? Je regarde du rugby, oui. Ah, bah vous avez bien raison, comme moi. On a Montpellier à côté quand même. Bah vous avez Montpellier, vous avez Béziers, vous avez... Bah oui, évidemment. On va pas dire la capitale du rugby, mais pas loin. Bon, merci Olivier. Merci beaucoup. Et merci, vous êtes auditeur fidèle de Sud Radio, Olivier? Tous les jours. C'est vrai? Tous les jours. Ah bah ça fait plaisir ça d'entendre ça, dites-moi. C'est important. Ça va la boucherie? Oui, ça va, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Bah, ça me fait plaisir d'entendre. On peut pas se plaindre. Quand on écoute tout ce qui se dit en France, c'est même étonnant. Ah Olivier, alors ça, vous me faites plaisir. Parce que j'entends tellement de gens se plaindre. Et notamment lorsque on est à la radio, quand on reçoit des auditeurs et tout, beaucoup se plaignent. Et entendre un boucher me dire, bah non, ça fonctionne bien, ça me fait plaisir. Hein. Et pourtant, c'est la réalité. On a du mal à le croire, mais c'est la réalité. Et voilà. Bon, ben merci Olivier, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Merci, au revoir. Il est 12h25. Merci de nous accompagner le matin sur Sud Radio. C'est un plaisir d'être là avec vous pendant 2 heures. C'est l'heure d'André Berco.